Je pense qu'on peut effectivement commencer donc cette table ronde consacrée à la réforme des sûretés et à la réforme aussi des procédures collectives, tout ça sous l'angle, sous la perspective naturellement du statut des baux commerciaux. Donc j'utilise le micro, non pas parce qu'il y a pléthore de personnes dans la salle, mais parce qu'il faut aussi qu'on utilise le micro par rapport à notre public qui est à distance. Et quand on parle sans micro, le public à distance n'entend pas. Alors, pour participer à cette table ronde, je vais commencer par l'extrême... the other side. J'allais dire extrême droite, mais je me ravise. The other side. Voilà. Alors, Alain Confineau, avocat, barreau de Paris. Jean-Jacques Martel, expert en matière immobilière, Lille. Jean-Pierre Blatter, avocat, barreau de Paris. Françoise Meignet-Gabory, expert, Paris. Et puis, juste à ma droite, maître Vincent de Carrière, mandataire judiciaire. On a convié à notre table ronde, ça nous paraissait essentiel, un spécialiste des procédures collectives, mandataire judiciaire, qui baigne donc quotidiennement dans les procédures collectives, l'aspect préventif, on va en parler, mais aussi l'aspect traitement. Donc moi, si vous voulez, mon rôle va être un peu à la manière d'un journaliste, guider le débat, les échanges, poser des questions, rebondir, réagir aussi par rapport au chat. Voilà en substance. Prévu à peu près, il est 17h34, prévu à peu près 1h30 en substance de table ronde. Donc je vous propose de démarrer. Alors je crois que le premier point, un des premiers points qui devait être évoqué, c'est un rappel des fondamentaux en matière de procédure collective. Et les deux personnes, notamment, qui doivent débuter, qui doivent travailler sur ces sujets, donc, ce sont Jean-Pierre Blatter et Alain Confineau, qui se sont gentiment dévoués pour nous rappeler les fondamentaux en matière de procédure collective. Messieurs, vous avez la parole. Alain ou Jean-Pierre. Et il y aura un replay absolument, oui, tout à fait. Aujourd'hui, demain, tout est en replay. Alain, tu veux... On peut commencer par la déclaration de créance, puisque c'est le début. C'est le début, absolument. Nous sommes dans le cadre du bail commercial. Le bailleur, par définition, n'a pas été réglé. Le bailleur doit déclarer sa créance, fondamentalement dans un délai qui est fixé par la loi à 2 mois au plus tard après la publication au BODAC du jugement d'ouverture. Cette déclaration de créance doit comporter la mention de la nature de la créance dont le bailleur revendique l'admission. Et à cet égard, je peux peut-être tout de suite évoquer la réforme du privilège du bailleur qui découle, puisque c'est l'un des thèmes de cette soirée, de l'une des 2 ordonnances du 15 septembre 2021, qui a mis un peu d'ordre, on va dire, dans le privilège du bailleur, sans pour autant créer quelque chose de bien révolutionnaire, puisque l'article L643-8 du Code de commerce, désormais, regroupe, en les détaillant, les différents rangs de paiement qui étaient jusqu'alors un peu disséminés, dispersés dans un certain nombre de dispositions du Code de commerce. Et l'on précise aujourd'hui, sans le modifier au fond dans la hiérarchie, on précise le rang du privilège du bailleur qui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est le numéro 13. 13e rang. Bon, ce privilège, j'ai envie de dire qu'il ne servait à rien avant la réforme, et il ne sert toujours à rien aujourd'hui, d'autant plus que, alors qu'il portait... Alors c'est un privilège qui a une caractéristique, on a aboli les privilèges il y a déjà un petit moment, mais au fond, on les a abolis en les multipliant et en les hiérarchisant, de manière telle que aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour un bailleur d'être considéré comme un créancier privilégié.
D'abord parce que c'est un privilège qui n'est pas général, qui est un privilège mobilier spécial qui porte sur les meubles mobiliers, donc qui compose le mobilier appartenant aux débiteurs, se trouvant dans les locaux loués. Alors, cette semaine d'ailleurs, j'ai eu à échanger avec un administrateur, enfin avec un liquidateur, précisément sur une question relative au mobilier se trouvant dans les locaux, parce qu'il s'agit en l'occurrence d'un bail qui a été consenti par un bailleur pour un établissement muni des équipements nécessaires à son exploitation. Vous savez, cette formule qui permet, fiscalement parlant, de considérer le bail comme un acte de commerce, donc comme un acte de commerce en la personne du bailleur, et donc de le faire échapper notamment à l'IFI. C'est un texte spécial, je n'ai toujours pas compris pourquoi Bercy ne s'est pas attaqué à cela, mais enfin, ne l'ébruitez pas, ça doit être aux alentours de 1628 du Code général des impôts, mais ça existe toujours. Mais ça suppose que le bailleur mette à la disposition effectivement du commerçant, du locataire. Pour les bureaux, c'est évident. Pour le commerçant, c'est beaucoup moins évident. Les matériels d'exploitation. Le nouveau privilège, il porte, contrairement à l'ancien, à celui qui était encore en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, il porte sur les meubles appartenant aux débiteurs. Cette précision donnée par la loi fait contraste avec l'ancien privilège qui portait sur tous les meubles se trouvant dans les locaux, sauf connaissance par le bailleur de leur appartenance à un tiers. La deuxième nouveauté, qui montre à quel point le privilège du bailleur est de moins en moins privilégié, c'est que le privilège porté jusqu'à présent sur les 2 dernières années de loyer, il a été réduit à 6 mois. 6 derniers mois. Donc, effectivement, 6 mois de toutes sommes qui sont dues en exécution du bail, ce n'est pas forcément que des loyers, c'est peut-être des charges, ça peut être des réparations locatives. Mais donc voilà, la seule caractéristique de cette réforme, en définitive, c'est de mettre un peu d'ordre là où il y avait un désordre flagrant, c'est d'identifier que le bailleur est, comme disait Coluche, un peu moins égal que d'autres, et qu'au final, ce privilège mobilier spécial suppose qu'il reste d'abord des mobiliers appartenant au débiteur qui est une certaine valeur vénale, mais de toute façon, sur ces mobiliers-là, lorsqu'ils seront vendus, le bailleur passera avant les 12 autres personnes qui sont en rang supérieur. Donc la déclaration de créance est effectivement importante. Elle n'est pas essentielle pour la conservation du privilège du bailleur, dans la mesure où ce privilège il est rarement mobilisable. En revanche, elle est essentielle pour permettre la compensation éventuelle de cette créance avec les dettes que le bailleur a envers le preneur, au premier rang desquels se trouve évidemment le dépôt de garantie. Voilà ce qu'on peut dire déjà du premier pas de la procédure, du fondamental de la procédure envers le preneur en procédure collective. Alors on va franchir tout de suite Jean-Pierre, peut-être attendez. un autre rempart. Vincent de Carrière, peut-être une Juste observation. Une observation, si vous Déclaration de permettez, créance. sur la déclaration de créance. Bonsoir à tout le monde, hein, Vincent de Carrière. Donc, je partage ce qui a été indiqué et précisé, bien évidemment, mais pour donner un sens à cette déclaration de créance et à l'intérêt de la réaliser, même si, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, les modalités des intéressements sont parfois décevantes, quoique, mais j'y reviendrai après. Ce qui est important aussi, c'est d'éviter l'absence de déclaration de créance peut être un critère retenu par la juridiction pour considérer qu'il y a une situation anormale entre le bailleur et le preneur. Alors, si ce n'est pas la même personne qui est propriétaire des deux, ce n'est pas très grave. Mais parfois, vous pouvez avoir l'exploitant
et le propriétaire des murs qui sont les mêmes personnes, enfin en tout cas qui sont les mêmes actionnaires. Et c'est normal, enfin, tout chef d'entreprise, quand il construit sa vie professionnelle et son patrimoine, eh bien, il essaie de faire financer ses locaux par l'exploitation. Rien à dire. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pu observer dans certains dossiers vraiment qui a mené à la réflexion assez poussée, hein, pas dans l'automaticité, je vous rassure, parce qu'il y avait des situations totalement anormales. Eh bien, il y a un arrêt de la Cour de cassation donc, du 27 septembre 2016, ça m'a fait penser quand vous l'avez indiqué, puisque j'ai un cas en ce moment qui se présente. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que conseil, il est bon de rappeler que même si la déclaration de créance parfois peut ressembler à une simple formalité, il est évident que si vos clients sont des gens qui n'ont pas commis d'actes ou d'abus dans les loyers ou de paiement privilégié, le débat se posera peu. Mais par contre, si tout ceci se passe et en plus il n'y a pas de déclaration de créance, sachez qu'ils ont du grain, me semble-t-il, à pouvoir éventuellement caractériser une situation anormale. Donc, au complément de tout ce que vous avez dit qui était parfait, si je puis dire, notez quand même qu'en tant que conseil, déclarer la créance pour éviter toute discussion là-dessus, même si c'est très fin comme quantité de dossiers qui auront à se poser là-dessus, mais on ne peut que le préconiser. C'est une précision utile, absolument. C'est vrai que le bail commercial est souvent la porte d'entrée de cette action en extension de la liquidation ou du redressement judiciaire de la société d'exploitation qui est en cessation des paiements à la SCI qui, elle, n'est pas du tout en cessation des paiements, c'est tout l'intérêt, mais le bail commercial est cette porte d'entrée pour l'action en extension, alors qui est menée essentiellement par le mandataire, la liquidation. Ouais. Mais ça sera le cas lorsque vous aurez des fonds, des opérations un peu complexes. Ça ne sera pas le bon père de famille qui... Enfin, voilà. Mais prenez le réflexe pour rajouter un peu de l'intérêt à tout ce qui a été dit. C'est de le faire pour garantir le zéro risque. Et là, bien entendu, quand on parle de ces déclarations de créance, on parle des déclarations de créance antérieures au jugement d'ouverture. Donc les fameux loyers impayés des baux commerciaux, parce qu'il peut aussi y avoir ce sujet de déclaration de créance postérieure. Et c'est vrai qu'on dit toujours, non, mais les créances postérieures, on ne les déclare pas, parce qu'elles sont postérieures, mais que vous savez, dans les postérieures, vous avez... Moi, ce que j'appelle, le terme n'est peut-être pas très bon, mais les vraies ou les fausses postérieures, les postérieures qui sont utiles, celles-là qui effectivement n'ont pas besoin d'être déclarées parce qu'elles sont payées à leur échéance, et les postérieures et les loyers des baux commerciaux, sauf cas exceptionnel, il y a la continuation du contrat, ce sont quand même des créances utiles, et les créances postérieures qui ne le sont pas et qui, elles, doivent être déclarées comme des créances antérieures. Merci. Oui, je m'étais arrêté au jugement d'ouverture. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'était juste en complément. Mais la déclaration de créance, c'est vraiment le point d'entrée aussi, je dirais, des procédures collectives. Oui. Alors, je vais reformuler pour que notamment notre public à distance puisse entendre. Donc la question qui est posée là n'est pas celle des loyers, mais celle des charges qui sont payées en même temps que les loyers, et les charges qui peuvent donc effectivement venir pour payer ensuite la taxe foncière ou d'autres charges. Alors comment effectivement ces charges sont traitées au regard des procédures collectives? Je réponds ou tu... Non, Vincent. Oui, donc effectivement, c'est un peu, le piège à con, pour être direct, puisque vous savez qu'en matière de procédure collective, on distingue le fait générateur, on distingue que le fait générateur, et après il y a l'exigibilité qui, bien évidemment, se distingue du fait générateur. Et sauf erreur de ma part, la taxe foncière donc est exigible au 1er janvier de l'année, et donc effectivement, en fonction du moment où on va ouvrir la procédure, peut-être que c'est une période de l'année où on ne va pas se poser la question, sauf si on regarde les choses en profondeur.
Et effectivement, celle-ci devra être déclarée en totalité et non pas au prorata, si c'était le sens de votre question, puisque c'est une créance qui est antérieure à l'ouverture de la procédure, peu importe qu'elle devienne exigible au cours de l'année ou qu'il y ait des modalités contractuelles qui prévoient une refacturation par la suite, puisque, sauf erreur de ma part, ça ne modifie pas la date enfin, le fait générateur, ça ne modifie que l'exigibilité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. Alors, pourquoi c'est galère pour déclarer une créance? Juste parce que vous avez précisé aussi, pour ceux qui nous entendent à distance, au-delà de cette question, que c'était compliqué de déclarer les créances au jour le jour, si je reprends votre expression. Alors, vous savez que pour la déclaration de créance, pour faire simple, vous devez la déclarer, comme il est indiqué tout à l'heure, par, j'ai oublié votre nom, mais qui a été indiqué tout à l'heure sur le fait qu'il fallait la déclarer à l'ouverture de la procédure dans les délais de 2 mois à compter de la publication. Quoi qu'il en soit, il faut, à partir de là, vous n'avez pas besoin de déclarer tous les mois votre créance. Elle doit être payée à l'échéance. Trimestriellement, mensuellement, peu importe, conformément au contrat. Comme l'a dit tout à l'heure Bastien, c'est une créance qui est méritante et donc elle doit être payée. Peu importe qu'il y ait du super privilège, qu'il y ait quoi que ce soit, elle doit être payée à l'échéance si elle a la trésorerie disponible. C'est même source de responsabilité pour les organes de la procédure si elle n'est pas payée. Donc en fait, vous avez 2 actes essentiels, c'est à l'ouverture de la procédure, veillez à ce que votre client, ou si vous êtes gestionnaire, veillez à ce que les loyers sont bien payés au cours de la période d'observation. En cas de difficulté, informez bien évidemment les organes de la procédure pour qu'il y ait régularisation. Et puis derrière, s'il y a une conversion de la procédure et un arrêt d'activité, vous déclarerez votre créance dite postérieure avec un autre privilège, mais je pense que ça sera abordé dans quelques instants, puisque là on était juste sur la porte d'entrée, la déclaration des créances antérieures. Mais voilà, normalement les choses sont relativement simples, et le point sur lequel je voulais réagir, c'est que on a tous maintenant, les mandataires judiciaires, des sites internet ou autres, où vous pouvez déclarer en ligne, vous avez accès à votre dossier. Donc normalement, je veux bien reconnaître que c'est parfois un peu fastidieux, mais normalement, ça va dans le sens de la facilitation par la dématérialisation. Mais je suis preneur de tout fait qui serait à améliorer dans les pratiques courantes. À Toulon. Ah mais c'est le Var. Mais droite ou gauche, je ne sais plus ça. Oui, j'avais une question, mais elle sera peut-être abordée tout à l'heure, qui concernait plutôt les créances postérieures. Vous rappeliez justement qu'il pouvait y avoir des créances qui ne sont pas utiles à la procédure, qui peuvent devoir être déclarées par le bailleur. Je voulais savoir à quoi vous pensiez, notamment, et puis vous posez aussi la question des éventuelles indemnités d'occupation qui seraient dues, par exemple, par suite d'un refus de renouvellement, puisque là, on ne serait plus sur des loyers, mais sur des indemnités d'occupation. Voilà. D'abord, la première question sur les créances postérieures. Je ne faisais pas forcément référence à un point particulier dans le bail, c'était juste pour distinguer par rapport aussi à ce fait générateur antérieur et postérieur, mais que justement en matière de baux, ce sont souvent des créances postérieures après jugement d'ouverture, donc méritantes. Donc je ne faisais pas référence, c'était en général, juste pour rappeler le principe. Sur les indemnités, indemnité d'occupation, indemnité d'éviction, enfin on peut aller dans les 2 sens, hein, selon l'hypothèse de procédure collective. Je ne sais pas si on a prévu, peut-être on l'abordera après, mais je ne sais plus, mais sur les indemnités, là aussi c'est une question de naissance de la créance, de fait générateur, donc date de naissance de la créance, mais surtout de créance qui est certaine, liquide et exigible. Donc sur l'indemnité d'occupation, par exemple, si elle est contestée en justice, alors soit dans son principe, soit dans son montant, et peut-être pareil de l'autre côté au niveau de l'indemnité d'éviction, ça aura une influence là aussi sur les déclarations de créance. Et donc peut-être que le juge commissaire on devra attendre pour que devant le juge de droit commun, on ait la créance fondée dans son principe avec un titre exécutoire, pour ensuite que ça soit pris en compte dans le cadre de la procédure collective. Mais la procédure collective, parce il faut avancer et qu'il y a les créanciers aussi à payer, elle n'a pas trop le temps d'attendre, ce qu'on peut comprendre, que l'on obtienne devant le juge de droit commun la décision. Donc ça avance. Après, on voit si on réintègre ou pas la créance dans le plan, enfin s'il y a un plan, ou si on réintègre ou pas la créance dans le passif, voilà, du débiteur.
Et en complément, j'en vois pas beaucoup de créances non méritantes pour le bailleur, hein, pour vous rassurer, à l'exception de l'indemnité d'éviction sur lequel il peut y avoir débat. Mais les organes de procédure sont quand même assez vigilants là-dessus, c'est-à-dire que indemnité d'éviction, moi j'ai déjà eu une cour d'appel, PADEX, qui a considéré que c'était pas une créance péritante et on était allé en cassation. Bon, bref, il y avait un problème de responsabilité derrière aussi, donc pour tout vous dire, donc c'est vrai qu'on avait plutôt intérêt à considérer qu'elle était méritante que le contraire. Sinon c'était moi qui payais. Donc du coup, j'en vois pas énormément et notamment là, j'avais prévu de vous parler tout à l'heure, mais peut-être que je le fais maintenant, comme ça après on évacue le sujet, mais vous avez un arrêt assez récent de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, pardon, du 23 mars 2022, qui valide le fait que le bail a été résilié en liquidation judiciaire. Le bailleur accepte une cession accepte de consentir un nouveau bail moyennant une cession de 120 000 euros et il demande une indemnité de 50 000 euros. Donc le juge commissaire, il fait droit. Donc sur les 120 000 euros, les 50 000 euros sont prélevés sur le prix. Il y a un recours qui est exercé par les autres créanciers en disant mais c'est pas une créance méritante. Donc je pense qu'on est en plein dans votre sujet. Et la Cour de cassation vient indiquer que cette créance était née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation permettant de faire rentrer la différence, hein, donc 70 000 euros dans le cadre de la procédure. Donc je pense que ça va vraiment vers une extension et ça est aussi le contre-pied à la jurisprudence qui est très compliquée pour nous à gérer, qui est la compétence du juge commissaire, enfin la compétence juste pour constater la résiliation du bail, puisque comme ça a été dit tout à l'heure, il ne peut rien faire d'autre. Donc, partant de là, il faut essayer après de négocier et d'essayer pour... on m'a fait une demande pour un fonds de commerce que j'ai à Montpellier, par exemple, place de la Comédie, qui a été acheté 2,9 millions. Donc, pour un loyer de 45 000 euros non payés. Donc, vous comprenez que, bien sûr, on a régularisé avant, mais il y a des sueurs froides. Et c'est vrai que le fait de pouvoir discuter éventuellement financièrement, refaire entrer le bailleur dans la partie me paraît être intéressant. Donc cette jurisprudence qui est récente est particulièrement intéressante pour ce point. Je ne sais pas si vous l'aviez évoqué aujourd'hui, mais j'en fais état notamment. Donc, grosso modo, les non méritantes, moi régulièrement, lorsque je cède les affaires, on arrive à régulariser la situation du bailleur, c'est un peu le deal, à supposer qu'on n'ait pas un super privilège trop important. Voilà. Sachant qu'on peut payer à l'échéance. Hein. J'imagine également que vous avez aussi des bailleurs en procédure collective. Et c'est de plus en plus fréquent, et rappelle que la déclaration de créance par le preneur, lorsqu'il est en procédure d'éviction, doit porter effectivement sur l'indemnité d'éviction. Et là aussi, c'est un autre obstacle des procédures collectives, c'est qu'on ne peut pas faire de déclaration de créance à titre provisionnel. Il faut déclarer un montant. Et à défaut de déclarer ce montant, le preneur est déchu de tout droit à réclamer une indemnité d'éviction. Et ça s'est malheureusement vu à plusieurs reprises, ça a été illustré en jurisprudence. Donc il ne faut pas toujours penser que la problématique du bail dans les procédures collectives ne se pose que du côté du bailleur. Alors, il y aurait peut-être aussi quelque chose à dire, mais on verra si on a le temps, sur la fameuse taxe foncière et la déclaration de la taxe foncière, selon qu'elle est lissée dans des provisions ou selon qu'elle est appelée entre le bailleur et le preneur exclusivement après l'avis de taxe foncière que le bailleur reçoit au mois d'octobre. Car vous avez parlé, maître de carrière, d'un fait générateur de la créance, mais vous parlez du fait générateur de la créance à l'égard de l'administration. Tout à fait. Mais pas le fait générateur de la créance locative, si je puis dire, entre bailleur et preneur. Et donc, il y aura peut-être quelque chose à redire, mais je ne veux pas trop empiéter sur le reste de la procédure que Jean-Pierre va reprendre sans doute. Oui, et on a évoqué précisément les créances méritantes et le paiement des loyers après la procédure après l'ouverture de la procédure. Je voudrais vous parler des pouvoirs propres du juge commissaire, pouvoirs propres qui ont donné lieu à un arrêt tout récent de la Cour de cassation du 18 mai,
mais cela nous permet de revenir sur les notions fondamentales sur cette question. Vous savez que, s'agissant de la poursuite des contrats en cours et de la résiliation pour défaut de paiement des contrats en cours, nous avons deux articles. L'article L622-13, qui vise tous les contrats de l'entreprise, et après l'une des réformes, sa division, qui a donné naissance à l'article L622-14, qui ne concerne que les baux des locaux affectés à l'activité de l'entreprise, et c'est cet article-là qui nous intéresse. Cet article nous dit que le bailleur a la possibilité d'agir en résiliation après un délai de 3 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Cet article L622-14 s'applique à la sauvegarde et au redressement judiciaire, et il a un pendant exact dans les articles L641-11-1 et L641-12. Alors, il y a une petite différence rédactionnelle que j'ai aperçue, mais qui est gommée par le texte réglementaire, c'est que l'article L622-14 vise la résiliation du bail pour défaut de paiement, et que l'article L641-12 vise la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Mais comme les pouvoirs du juge-commissaire sont organisés par R622-13 et R641-21, R622-13 vous dit que le juge-commissaire constate sur la demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats dans les conditions prévues à L622-13 et L622-14. Donc on est bien dans l'hypothèse de la résiliation de plein droit, et R641-21 reprend la même formule de la résiliation de plein droit sur le fondement de L641-11-1 et L641-12. Les numéros d'articles sont très compliqués, mais retenez cette idée que, à défaut de paiement des loyers plus de 3 mois après le jugement d'ouverture, le juge-commissaire peut constater la résiliation de plein droit du bail, à la condition de le saisir. Et de le saisir sur requête, sans formalité préalable. Et c'est là que l'intérêt de l'évolution de la jurisprudence apparaît, c'est que la Cour d'appel de Paris, sous une certaine présidence, avait décidé en 2018, notamment dans un arrêt du 4 avril 2018, sur un fondement non écrit, mais qui nous avait été expliqué par le rédacteur de l'arrêt, qu'il n'y avait pas de raison que le locataire en procédure collective soit moins bien traité que le locataire in bonis. Et cet arrêt du 4 avril 2018 avait rejeté la requête d'un bailleur qui avait été présentée au juge-commissaire lui demandant de constater la résiliation de plein droit du bail au motif qu'il n'avait pas fait délivrer de commandement en application de l'article L145-41 du Code de commerce. Considérant que les pouvoirs du juge-commissaire étaient les mêmes que ceux du juge des référés que l'on saisit dans le cadre de la constatation de la clause résolutoire et que le juge-commissaire ne pouvait statuer que dans ces conditions-là. Et puis, cette même chambre de la Cour d'appel de Paris a rendu, après cet arrêt du 4 avril 2018, un certain nombre d'arrêts qui ont été exactement dans le même sens, notamment au mois de juin 2018, jusqu'à ce que la Cour de cassation mette bon ordre
à cette jurisprudence, puisque cet arrêt du 4 avril 2018 a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale du 9 octobre 2019, dont je vous donne le numéro 17563, qui est un arrêt de principe et qui dit que cette procédure devant le juge commissaire obéit à des conditions spécifiques et qu'elle est distincte de celle qui tente, en application de l'article L. 145-41 du Code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail. Par conséquent, peu importe qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une clause résolutoire dans le bail, il peut exister des baux dans lesquels il n'y a pas de clause résolutoire, c'est rare, mais on en trouve encore, et le bailleur n'a nulle obligation, nul besoin de faire délivrer un commandement visant cette clause résolutoire, n'a nul besoin d'attendre l'expiration du délai d'un mois. Le seul délai qui lui est opposable, c'est le délai de 3 mois, qui est prévu par l'article L622-14, et à l'expiration de ce délai de 3 mois, si les loyers de la poursuite de l'exploitation ne sont pas payés, le bailleur a la possibilité de saisir le juge commissaire pour lui demander de constater la résiliation de plein droit du bail. Après cet arrêt du 9 octobre 2018, il y a eu au moins 3 autres arrêts rendus par la Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 26 février 2020, 24 novembre 2021, exactement dans le même sens. Donc ce juge commissaire a des pouvoirs dont je dirais qu'ils sont contraints, mais vous allez voir qu'ils sont limités. Contraints parce que la Cour de cassation dit le juge commissaire doit constater la résiliation du bail. Il n'a pas la possibilité de faire autrement, il n'a pas la possibilité de suspendre les effets d'une clause résolutoire qui n'existe pas, qui n'a pas été mise en œuvre, mais, et il y a longtemps qu'on l'a déjà écrit, il n'a pas la possibilité d'ordonner l'expulsion, et il n'a pas la possibilité de condamner au paiement par provision des loyers qui restent dus, ou de condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette jurisprudence vient d'être complétée par un arrêt du 18 mai 2022 qui porte le numéro 22164 et qui est intéressant parce que la Cour de cassation va, dans cet arrêt, dire du juge commissaire, lorsqu'il est saisi par le bailleur d'une requête afin de résiliation, de constatation de la résiliation de plein droit du bail, va dire le juge commissaire doit se borner à constater la résiliation. Mais, et comme le rappelait Bastien tout à l'heure, comme il n'est pas saisi sur le fondement de l'article L145-41, qui n'a pas été mis en œuvre, il n'a évidemment pas la possibilité d'accorder des délais sur le fondement de l'article L145-41, et il n'a pas non plus, dit la Cour de cassation, la possibilité d'accorder des délais sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, puisque cela n'est pas prévu par sa mission, la Cour de cassation rappelant que le seul délai opposable au bailleur étant le délai de 3 mois. On voit donc que la saisine du juge commissaire constitue aujourd'hui pour les bailleurs, encore plus qu'avant avec cette confirmation par la Cour de cassation que le juge commissaire doit se borner à constater la résiliation du bail, un avantage tout à fait supérieur à la mise en œuvre de la clause résolutoire, puis à la saisine du juge des référés pour lui demander de constater l'acquisition de cette clause résolutoire, en sachant que ce juge des référés
aurait la possibilité, car la Cour de cassation l'a jugé, d'accorder à l'administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur des délais en suspendant les effets de la clause résolutoire. Alors je dis ce sont des pouvoirs limités, puisqu'il n'a pas la possibilité de condamner, il n'a pas la possibilité d'ordonner l'expulsion, mais il faudra, lorsqu'on sera en possession de cette décision, cette ordonnance du juge commissaire qui aura constaté la résiliation de plein droit, il faudra tout de même aller solliciter une décision de justice, a priori devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, pour faire constater qu'on est en présence d'un occupant sans droit ni titre, puisque le bail aura été résilié, et solliciter son expulsion. Voilà ce que je voulais vous dire sur les pouvoirs propres de ce juge commissaire dans ces hypothèses de défaut de paiement des loyers dans le cadre de l'activité poursuivie après le jugement déclaratif. Maître, une petite question, si vous permettez. D'après ce que vous indiquez, d'après cette jurisprudence du mois de mai, donc le bailleur saisit le juge commissaire pour faire résilier le bail. Donc on ne passe plus par le... On admet bien sûr dans la question que le loyer n'est pas payé postérieurement au règlement judiciaire, bien entendu. Donc on ne balance plus de commandement de payer non, voilà, c'est là. Alors, je n'ai pas dit ça, car depuis là, longtemps déjà, la Cour de cassation a dit qu'on avait le choix. Donc vous pouvez faire un commandement de payer visant la clause résolutoire et ensuite saisir le président du tribunal judiciaire d'une action en constatation de la clause résolutoire, avec ce que ça implique. Donc la possibilité pour le magistrat, en accordant des délais, de suspendre les effets de la clause résolutoire, et si ces délais sont respectés, la clause résolutoire sera considérée comme n'ayant pas joué, mais vous avez également la possibilité de vous adresser au juge commissaire, à vous de choisir ce qui est le plus opportun. Sur la première solution me paraît plus raisonnable, car dans toutes les cas de figure, il faudra retourner devant le juge pour avoir c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil, parce que le juge des référés n'aura aucun pouvoir, si ce n'est éventuellement d'accorder des délais pour quitter les lieux, mais il se trouvera en présence d'une décision de justice constatant la résiliation de plein droit du bail, et il n'aura plus le pouvoir de suspendre les effets d'une clause résolutoire qui n'a pas été mise en œuvre et d'accorder des délais de paiement. Il pourra éventuellement accorder des délais pour quitter les lieux. D'accord. Enfin, pour ma part, je resterai sur la première solution, de peur de faire, pour ne pas utiliser le terme, une salade russe, c'est plus à la mode de le dire, mais votre choix. Ça me paraît un peu... bon, je comprends les deux options, mais rester sur la première me paraît plus raisonnable. C'est un choix de gestion et de stratégie. Oui, sur le juge à saisir, une fois qu'on a la décision du juge commissaire, vous évoquez le président du tribunal judiciaire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas saisir le juge de l'exécution? Non, parce qu'il n'y a pas de difficulté d'exécution. Oui. Non. Donc on risque une incompétence. Devant le GEX? Oui. À mon avis, oui. Ah oui. Ok, merci. À moins qu'on ait créé cette difficulté d'exécution en faisant, à la suite de l'ordonnance du juge commissaire, un commandement de quitter les lieux aux locataires, auquel il s'opposerait, on pourrait envisager d'aller saisir le juge de l'exécution sur une difficulté d'exécution. Mais a priori, je pense que c'est le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, qui a le pouvoir d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre. Si on utilise la deuxième option, comme par hasard, va sortir l'administrateur judiciaire du chapeau en allant contester peut-être cette deuxième procédure, puisqu'il va se retrouver d'une certaine manière dessaisi un petit peu, enfin entre guillemets, de la gestion du dossier, bien que pendant les 3 mois ou les 4 mois, il n'ait pas payé le mois de loyer postérieurement à
C'est bien le but. Hein. Oui, je comprends. Mais c'est à ce moment-là qu'il va sortir du chapeau pour aller contester et retarder d'autant plus tout ça. Non, mais comme Jean-Pierre Blatter vous le disait, on est quand même au 5e arrêt depuis le 9 octobre 2019 qui nous enfonce le clou sur cette nouvelle donne qui donne aux bailleurs des voies extraordinaires par rapport au commandement classique. Alors si vous avez décidé d'avoir à l'esprit de saisir le juge-commissaire au bout de 3 mois, mais que tout de même dans ces 3 premiers mois, vous avez commis l'erreur de délivrer un commandement à toute fin visant la clause résolutoire en disant bon, on ne sait pas, etc. Là, vous offrez sur un plateau à votre preneur l'occasion de saisir le juge du tribunal judiciaire, le juge des référés, voire de délivrer une assignation en opposition à commandement devant le tribunal judiciaire. Et là, je ne sais pas ce que deviendra la compétence du juge-commissaire qui, je pense, au-delà de ses pouvoirs très limités, pourrait dire qu'il n'est plus saisi car il y a litige pendant. Au moins sur ce point. Vous avez parlé de pouvoir limiter, quand le juge-commissaire ordonne la restitution de locaux, comme ça arrive extrêmement régulièrement, et que dans les faits, les locaux nous sont restitués que 2 à 3 mois après. Oui, parce qu'il y a les commissaires-priseurs voilà. qui doivent passer par là, je sais, mais bon, ça n'empêche que là, vous avez une voie royale qui est ouverte par la Cour de cassation pour éviter le schéma classique du locataire qui reçoit, plutôt son mandataire, qui reçoit un commandement visant la clause résolutoire PAN après 3 mois et qui vous fait traîner ensuite, le cas échéant, la procédure pendant quelques trimestres, voire années. Bon. Après, comme on le disait, effectivement, c'est un choix de gestion qui vous appartient, mais en tout cas, le choix est là maintenant. Alors, c'est vrai que là, on parle beaucoup de procédure, juge-commissaire, et peut-être juste pour chambouler un petit peu l'ordre, mais j'aimerais qu'on aborde l'aspect négociation. Et l'aspect, parce que c'est vrai que là on est dans le redressement, la liquidation, mais l'aspect très important de prévention. Et parce que je crois qu'il ne faut surtout pas négliger, d'ailleurs dans la stratégie, c'est vrai que parfois quand on est côté bailleur et qu'on prépare donc le commandement de payer, l'assignation, dès la fin d'un mois, on déclenche le lendemain l'assignation, etc. Parfois on se dit, mais je suis peut-être côté bailleur et je vais assigner mon locataire pour maîtriser justement les délais, la procédure collective, la déclaration de créance. Et parfois, on se dit, non, mais il y a un mandataire qui va intervenir, du coup, je ne vais plus avoir la main, ou est-ce que je ne vais peut-être pas contacter un mandataire par anticipation, vraiment dans un aspect stratégie. Mais là, on est déjà dans la procédure. Donc, ce que j'aimerais qu'on aborde maintenant, notamment aussi par l'intermédiaire de Jean-Jacques Martel, donc c'est l'aspect négociation, parce que je sais que vous êtes intervenu sur ce sujet. Donc c'est l'aspect négociation, l'aspect préventif très important des procédures collectives. Et je crois qu'ici, Jean-Jacques Martel et Vincent de Carrière ont pu intervenir sur un sujet commun. Voilà. Jean-Jacques. Alors, c'est vrai que notre table ronde s'intitule Réforme des sûretés et procédures collectives. Et c'est vrai que c'est un sujet très juridique, et je suis peut-être même un peu schizophrène, puisque je l'avais presque suggéré à Yves Terminot de parler des procédures collectives, puisque dans toute cette période Covid, on a tous cherché des solutions, et si on pense que les commerçants sont en difficulté, évidemment, voit poindre le spectre des procédures collectives. Et puis, il y a quelques minutes, Françoise Meignet et moi-même, nous nous sommes dit « Ouh là là, c'est très juridique », et comme vous le savez, les experts, au titre de la séparation des pouvoirs, ne disent pas le droit, et même si parfois de temps en temps on transgresse les interdits, par accident. En tout cas, normalement, on ne parle pas de droit, mais on parle d'économie. Et ça tombe bien, puisque dans les baux commerciaux, finalement, il y a beaucoup de droits, et si on écoute tant Jean-Pierre Blatter que Alain Confineau, évidemment, on est happé par finalement toute cette question et tout ce foisonnement juridique. Et puis, il y a l'économie, puisque finalement, le bail commercial, le commerçant, etc., à la fin, tout ça, c'est bien beau, le droit, mais il y a un type qui doit payer son loyer, il y a un bailleur qui doit avoir son loyer, il y a un commerçant qui essaie de vivre, et puis parfois, le mandataire judiciaire ou l'administrateur judiciaire, je dirais qu'il est au milieu
du champ du droit et de l'économie, puisque lui, il cherche des solutions. Et les solutions, c'est au moment où les difficultés naissent, on cherche des solutions. Et cette difficulté même, on avait, il y a quelques jours, fait un sujet à l'Université de Lille qui s'appelait les MARD, modes alternatifs de règlement des différends, et puis liés aux baux commerciaux et aux contentieux de l'immobilier. Et puis j'avais invité le président Eric Feldman, qui est le président du tribunal de commerce de Lille. Et puis sur le coup, M. Feldman, il finit par me dire « Mais M. Martel, vous savez que les juges du tribunal de commerce, ils n'ont rien à faire avec les loyers commerciaux, et qu'est-ce que je me sens concerné ?» Et puis finalement, je lui parle en lui disant « Mais j'ai été déjà à nombreuses fois consulté dans des situations préventives. Et là, évidemment, il est parti et il avait beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que si on met de côté toutes les problématiques de droit, eh bien, il arrive que dans toute cette question Covid, notamment dans les difficultés des commerçants, eh bien, si le Code de l'organisation judiciaire, après tout, dit bien que des articles du Code de commerce sont traités par le juge judiciaire, peut-être qu'il aurait pu aussi se poser la question, ou il se poserait la question aujourd'hui de savoir si c'est parfois pas une opportunité de confier au juge du tribunal de commerce, je ne veux pas faire de politique, mais la possibilité également de traiter des loyers commerciaux. Ce serait peut-être pas une bêtise sur le plan de trouver des solutions, puisqu'il y a la question de droit, il y a la question d'économie. Et Vous savez qu'on n'est pas d'accord. Comment ? Vous savez qu'on n'est pas d'accord. Je confier au tribunal de commerce la question de la compétence des baux commerciaux. Sur la question du droit, mais sur la question de la finalité de la fixation du loyer, parfois, peut-être, après tout, c'est logé dans le Code de commerce et confié au juge judiciaire. En tout cas, je veux dire, c'est un débat largement ouvert, mais qui peut quand même, on a cherché beaucoup de solutions dans le Covid, et finalement des solutions de droit. Or, les solutions, toutes les problématiques Covid, elles étaient peut-être à chercher dans l'économie et pas forcément peut-être dans le droit. Et finalement, à Lille, on a essayé, enfin le tribunal de commerce a essayé, par des ordonnances dans des entreprises, des commerçants en difficulté, de rendre des ordonnances de conciliation et de confier à un administrateur ou à un mandataire, finalement, le soin de concilier les parties, notamment dans la fixation ou dans le sort du paiement des loyers, et y compris dans le sort de la fixation, des loyers, et finalement dans le sort économique et pas dans le sort juridique. Et donc finalement, on était là, et l'administrateur judiciaire désignait éventuellement un expert pour déterminer quel pouvait être le montant de la valeur locative. Et si on veut rappeler, évidemment, il y a la valeur locative L145-33, d'accord, on la connaît tous. Puis les experts, ils sont aussi attachés à la charte de l'expertise, auquel nous avons tous signé en haut à droite. Et dans la charte de l'expertise, quand on définit la valeur locative, c'est pas du tout la même que celle du Code de commerce. Alors, voilà. Et dans la charte de l'expertise, auquel nous engageons, après tout, toutes les organisations professionnelles se sont engagées dans cette charte d'expertise, à l'appliquer, eh bien la valeur locative, pas la valeur locative de renouvellement, la valeur locative de marché, prend en considération des éléments et des arguments économiques comme le taux d'effort, la capacité contributive, etc., un certain nombre d'éléments économiques. Et donc, m'étant retrouvé dans des situations où on cherchait des solutions économiques dans la prévention de certains commerces en difficulté, eh bien, nonobstant toute problématique de droit, eh bien, on cherchait une solution économique à permettre à un commerçant, je pense à un grand supermarché, à Roubaix, dans des difficultés vraiment avec un bail dont on ne peut pas sortir. Et évidemment, le propriétaire faisait son bail en disant moi j'ai le droit. Et puis le locataire, sa seule solution, c'est que si jamais on applique le droit du contrat, eh bien évidemment, il va se casser la figure. Et est-ce que le bailleur aura tout intérêt à ce que son locataire se casse la figure? Et auquel cas, à ce moment-là, on a cherché des solutions économiques, et donc pas juridiques, à déterminer un montant de loyer qui soit compatible entre l'activité et le paiement du loyer. Et donc, Françoise, voilà ce que nous avons eu aussi à connaître, et aussi dans ces questions Covid. Non, mais vous avez apporté des réponses pragmatiques, immédiates, indispensables.
Et je rejoins en revanche Jean-Pierre Blatter pour considérer que la fixation du loyer est un sujet trop sérieux pour être confié au tribunal de commerce. C'est pas politiquement correct de le dire, mais je le dis quand même. Je crois qu'effectivement, la recherche des solutions à laquelle tu as contribué était une bonne chose. De là à ce transfert de compétences, ça me semble à très haut risque. Je voulais dire une autre chose pour vous répondre, monsieur, sur la restitution des locaux. Alors, une autre chose politiquement incorrecte, pardonnez-moi, Vincent de Carrière, si je pose cette question-là, pourquoi ne pas engager la responsabilité de l'administrateur judiciaire? Est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas s'envisager? Est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas se pratiquer? Il n'était pas question de supprimer les administrateurs judiciaires. Je n'ai pas dit ça, d'engager la responsabilité seulement, sans aller jusqu'à les supprimer. Oh, je ne serais pas contre. Mais vous avez un droit de réponse là-dessus. Je ne suis pas le premier à soulever ça, hein, je pense. De Carrière et mandataire. Non, pour les... Oui. Pardon. Non, mais il peut s'exprimer sur le sujet. Non, mais la question que vous posiez était celle du retard dans la libération des locaux. Et Françoise Mény-Gabory posait la question de savoir pourquoi ne pas rechercher, ne recherchez-vous pas, la responsabilité de l'administrateur ou du mandataire dans le retard dans la libération des locaux. On est sur des montants faibles et ça ne vaut pas le coup d'engager. Et sur des durées courtes. Quand on voit la jurisprudence de la Cour de cassation sur le nombre de cas où l'on a retenu la responsabilité d'un liquidateur pour retard, deux ou trois, et là, on se dit, est-ce bien nécessaire d'engager des frais pour monter jusqu'à la chambre commerciale et peut-être ne même pas avoir un résultat à l'arrivée. C'est quand même l'une des professions actuellement, avec le juge d'instruction, qui sont les mieux protégées en France. Oui, absolument. Il faut vraiment que l'administrateur judiciaire ou le mandataire en ait fait beaucoup. C'est-à-dire beaucoup tardé à la restitution des locaux, notamment lorsqu'il a lui-même décidé de procéder à la résiliation du bail et qu'il les a conservés pendant 6, 8, 10 mois pour rechercher sa responsabilité. Vincent de Carrière. Oui. Alors, donc sur la responsabilité, on a une règle interne. Après, parce qu'au-delà d'être mandataire judiciaire, je suis aussi élu au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. Donc j'ai des fonctions, notamment en termes de discipline sur le plan national, enfin des disciplines, de suivi des contrôles des confrères, aucun pouvoir disciplinaire bien évidemment. Mais c'est vrai que bon, au-delà des affirmations un peu gratuites tout à l'heure que vous donniez, sur lesquelles je ne vais pas répondre, on ne peut pas me livrer à un débat auquel on n'est pas invité aujourd'hui. Je pense que tout professionnel, quelle que soit sa nature, de ses fonctions, doit avoir une certaine rigueur et un certain professionnalisme, et vous êtes en droit de le réclamer. Ça, là-dessus, on est d'accord. Si vous estimez qu'un tel ou un tel ne fait pas correctement son travail, vous savez que les professionnels que nous sommes dépendent du procureur de la République, d'un conseil national. Après, si tout le monde est pourri et tout le monde est s'entendre entre eux, on ne pourra jamais rien faire. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quand même un certain nombre de contrôles qui sont attachés à cette profession. Et c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait des dérapages, mais au-delà de 6 mois de non-restitution des locaux, normalement, notre compagnie d'assurance nous dit qu'on rentre en risque de mise en cause de responsabilité. Et c'est un délai qu'il ne faut surtout pas dépasser pour des problèmes économiques, mais parce que c'est vrai que priver un propriétaire de son local plus de 6 mois, ça paraît compliqué. Après, il faut aussi entendre les complexités qu'il peut y avoir dans les dossiers. Mais je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il ne faut pas balayer devant sa porte et de dire qu'il n'y a pas d'abus et qu'il n'y a pas de situations qui font hérisser le poil, bien évidemment. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, donc, c'était la question de responsabilité, je vous ai répondu. Et sur le reste, sur l'approche économique, je ne sais pas si c'est à moi de prendre la parole là-dessus. Ça me paraît être un point intéressant. Alors bien évidemment, je partage ce qui a été dit sur la fixation des loyers. Alors, je distinguerai plusieurs cas de figure. Je distinguerai avant le Covid, pendant le Covid, donc 3 cas, et maintenant la tendance actuelle, enfin depuis la réforme
du 15 septembre 2021 et l'entrée en vigueur donc le 1er octobre 2021. Avant, ce qu'on faisait, effectivement, avant, et en 2019, c'est pas très vieux, mais il nous arrivait effectivement de faire désigner un expert pour nous aider à discuter dans le cadre même d'une procédure de sauvegarde, de redressement, des fonds de commerce qui sont sur le cours Mirabeau, sur lequel il y a des loyers qui ne sont plus tenables, sans bien évidemment aller fixer le montant du loyer, mais ça nous permettait d'essayer d'avoir des éléments, l'aide d'un sapiteur, hein, on peut faire désigner dans une procédure collective un sapiteur, et parfois il nous est arrivé d'avoir les services d'un expert en la matière. Les résultats sont en général assez maigres et assez décevants, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un peu utilisé, j'ai dû participer à quelques dossiers sur ce plan-là, mais c'est vrai que en général, quand on est en procédure collective, c'est assez compliqué d'arriver à renégocier le loyer dans ce type de situation. À l'inverse, lorsque nous sommes rentrés un petit peu dans cette situation du Covid, de la crise sanitaire, il ne vous a pas échappé que le gouvernement en place a mis un certain nombre de batteries d'aides et de moyens, et souvent on a pu dire que le parent pauvre était donc le preneur, enfin, en tout cas même s'il était indemnisé par ailleurs, mais c'est vrai que sur les loyers, le non-paiement des loyers et le risque qui était attaché, il y avait quand même un certain nombre de risques, et on pouvait le tourner dans tous les sens. Il n'y avait pas à proprement parler, dans le volet assez large des aides en place, quelque chose qui pouvait permettre eh bien, de se dispenser de payer le loyer ou d'obtenir un accord avec son bailleur. À l'exception de la saisine du président du tribunal de commerce dont on dépend, et l'utilisation des fameuses ordonnances Covid. Et là-dessus, moi je dois avouer que j'ai eu à les utiliser, ces ordonnances, et que ça a été très efficace en termes de remise à plat du système, et surtout le fait de pouvoir annihiler toutes les actions qui étaient intentées. Je rappelle que sur la période Covid, une procédure de conciliation, sans rentrer trop dans le détail, c'est 4 mois plus 1 mois, donc 5 mois. Eh bien, lorsqu'on était en période de Covid, enfin de crise sanitaire pour être plus précis, cette procédure pouvait être portée à 10 mois. Et vous pouviez saisir dès l'ouverture de la procédure le président pour empêcher toute action en justice liée au non-paiement des loyers. Donc vous aviez une protection de 10 mois. Bon. Ça pose quand même un peu le débat, si vous me permettez l'expression, de dire, bien évidemment, moi je soutiens personne qui est de mauvaise foi, que je sois en charge de défendre, entre guillemets, ses intérêts, même si je ne suis pas avocat et que je dois observer quand même une certaine neutralité, mais on prend toujours à cœur les dossiers et on essaie d'avancer. Mais partant de là, ça pose un petit peu le débat quand on a une situation qui est figée en termes d'action procédurale, et ça a amené un certain nombre de bailleurs, avec leur conseil, à se mettre autour de la table, puisque la situation était bloquée. L'aide d'un expert pour remettre là aussi, éviter à tout le monde de rêver et d'essayer d'avoir une réalité sur certains chiffres est toujours un plus, ça c'est évident, mais c'est la négociation et c'est le pouvoir que nous donnaient donc ces ordonnances qui a permis, notamment par la durée et la suspension de toute poursuite, qui a quand même permis de trouver des solutions. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu à m'occuper moi d'un hôtel à Paris avec un loyer de 300 000 € mensuels, pour lequel on a pu générer jusqu'à 1,5 million de dettes au cours des discussions, et derrière avoir un délai de 24 mois pour les rembourser, mais 24 mois avec une franchise de 12 plus 6 et payé sur les 6 derniers mois. Ça veut donc dire que la personne qui est venue, elle a eu 10 mois de période de suspension, 12 mois d'échéancier, et sur la deuxième année d'échéancier, c'est reparti crescendo pour rentrer vraiment dans le vif du sujet à partir des 6 derniers mois. Bon, il se trouve que l'hôtellerie, entre-temps, à Paris est repartie maintenant depuis 2-3 mois, un petit peu quand même, un petit peu mieux. Bon, oui, quand même. Demain, oui. Comment? Ouais, bah, moi, des exemples que j'ai, parce que chez les tableaux de bord qui remontent en permanence, j'ai eu la chance de m'occuper d'un certain nombre de groupes quand même hôteliers, et je ne vous dis pas que c'est Byzance, mais je dis que quand même les chiffres n'ont rien à voir avec ce que c'était. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais... Bon, on réattend pour avoir des taxis à Paris. Donc je pense que quand moi je vais à Paris et que je n'attendais jamais pour avoir un taxi, maintenant on réattend pour avoir un taxi à Paris. Et je l'ai constaté la semaine dernière. Et quand on demande au taximan, est-ce que ça, il est très content, tout est reparti.
Donc je pense que ça se pense traduit que également si ça monte Non mais tant dans, mieux. dans les Moi, hôtels. moi, ça m'arrange que vous Si ayez ça cet monte dans le avis-là taxi, ça va à l'hôtel. pour Non, différents. les taux d'occupation, enfin, on développera ça demain. Oui, oui. Bon, mais c'est intéressant, on est là. Mais les taux d'occupation Parce dans qu'il faut mettre le micro, haut de sinon gamme ils entendent pas. à Paris, je parle de Paris, c'est ce que je connais le mieux, c'est 20 points de moins. Pardon, c'est 20 points de moins qu'avant la période Covid sur le premier trimestre. Alors, c'est pas le meilleur repère le premier trimestre pour mesurer la fréquentation touristique. Mais on parle plutôt de 20 points de plus par rapport à ce qui était il y a un an. Donc c'est pour ça qu'on avec Fête de Carrière, on dit ça repart. Ça repart. On dit pas que ça Quand on atteint. sort du Tout à trou, fait. on fait des bons, bien sûr. Tout à fait. Mais on est très loin de retrouver les taux Oui, d'occupation mais anti-Covid. bon, tant mieux, parce que, enfin, tant mieux, non, pas tant mieux, mais il se trouve que non, mais on a quand même des discussions sur les modifications des facteurs de commercialité. Bref, c'est votre domaine, c'est pas le mien, mais c'est vrai que votre confrère que j'ai en face dans un dossier me dit, à Paris, on peut plus, je vois pas pourquoi vous me dites qu'il y a eu des modifications depuis 2 ans, puisqu'on peut pas trouver une chambre, on peut pas on peut pas là. Donc ça me va très très bien qu'on me dise mollo sur le taux d'occupation. Il y a peut-être quelques événements touristiques et sportifs qui font que ça monte très très haut, mais pour l'instant les chiffres sur le premier trimestre 2022 sont encore en deçà de ce qui se faisait avant Covid. Donc on est là pour échanger et c'est très intéressant en ce sens. Donc tout ça pour dire que les ordonnances Covid ont quand même ont permis d'avoir un vrai réservoir de discussions, d'échéanciers, et c'est vrai qu'on a pu y travailler. Et dans un deuxième ordre d'idées, le troisième temps que j'évoquais tout à l'heure, c'est la transposition de la directive européenne avec le renforcement de l'article 611.7 alinéa 5, qui permet donc de suspendre l'exigibilité des créances. Donc j'ai eu le cas d'une entreprise dans le coin où un commandement de payer a été délivré, aucun accord possible. Les gens sont là quand même depuis 25 ans. Ils ont passé la période Covid, puis c'est un dossier qui a 4-5 mois. Hein. Et je ne vais pas vous raconter tout le dossier, mais on est parti d'une situation totalement de crise où on est arrivé à trouver un accord. On a juste la menace de saisir le président du tribunal a suffi à avoir un accord pour renoncer au commandement, pour renoncer bien évidemment au risque de résiliation du bail, et pour bâtir un avenant temporaire au bail existant, le temps d'aménager les conditions. Donc on a un peu appliqué ce qu'on pourrait faire dans un protocole de conciliation à un avenant du bail existant, le temps de permettre à cette société de ressortir. Et très franchement, ça a apporté une totale satisfaction. Alors, bien évidemment, il a été précisé lorsqu'on s'est exprimé tous les trois sur le sujet que ce sont des solutions économiques et non pas juridiques. Hein. On n'est pas en train de mélanger les canaux et les pouvoirs d'action des uns et des autres. Mais vous, si vous êtes avocat ou des professions qui sont amenées à devoir délivrer du conseil, je pense que ça ne peut pas marcher à tous les coups. Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut, lorsque vous balayez dans le spectre des solutions possibles, envisager l'ouverture d'une conciliation qui est quand même, que ce soit, Covid c'est terminé, mais ça nous a donné de beaux exemples, mais la période donc aujourd'hui, actuelle, avec des textes qui viennent de rentrer en vigueur, permettent aussi de trouver un certain nombre de solutions et de sécuriser notamment les discussions. On a quand même 5 mois pour discuter. Durant ce temps, en général, on peut suspendre toutes les procédures. C'est souvent aussi, peut-être, quand vous conseillez des bailleurs, de dire, parce que parfois, le fait d'avoir un tiers qui intervient, ça permet aussi de remettre les yeux en face des trous, si je puis dire. Absolument. C'est-à-dire que parfois, il y en a qui en profitent aussi un peu, hein, et le Covid, et le Covid, et le Covid, et le Covid. À un moment, il faut savoir dire, attendez, monsieur, ça fait 8 mois que vous ne payez pas le loyer. Le propriétaire a des investissements, donc voilà. Donc que le propriétaire dise, moi je veux bien discuter, mais mettez-vous en conciliation et on va discuter dans le cadre de la confidentialité, certes, comme ça au moins on peut rien me produire contre moi si je commence à discuter puis je trouve pas de terrain d'entente, un, et deux, dans le cadre d'un débat animé par un professionnel tiers. Soit on arrive à trouver une solution, soit on est encore plus fort éventuellement pour se dire il est impossible de trouver une solution. Donc je pense qu'il faut avoir aussi confiance dans les professionnels que nous sommes, désolé monsieur, pour amener un vrai débat constructif, respectueux des intérêts des uns et des autres, et essayer de trouver des solutions qui souvent seront un peu plus rapides. Évidemment que pour réviser un loyer et revoir totalement les modalités d'un bail commercial, je suis d'accord avec vous. Et voilà, c'est pas ce que je suis en train de vous expliquer de ce qu'on peut arriver. On peut juste, nous on est des gestionnaires de crise, il y a une crise, on l'a fait dans un cadre entouré, contrôlé,
on essaie de trouver des solutions. Au besoin, on peut faire intervenir un expert, ce que j'ai fait dans mon dossier d'hôtellerie. Le bailleur a son expert, nous on a notre expert. Bon, voilà, alors ça c'est le jeu des experts, pardon, vu que tout le monde en a eu. Il y a un expert qui vous dit ça vaut tant, et il y a un autre expert qui est aussi bon et aussi qui vous dit que ça vaut 3 fois le prix. Voilà, donc, mais ça fait partie de la magie des débats que nous avons et des différents faits de procédure et l'expérience. La marge d'erreur. Et de la marge d'erreur. Vous avez évoqué, et Jean-Jacques Martel avant vous, ces solutions pragmatiques qui ont été trouvées avec ou sans le concours des experts pendant la période Covid. Mais hors période Covid, vous disiez, il nous arrive de faire désigner des experts, mais finalement, les choses sont assez décevantes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les experts sont si peu présents dans les procédures collectives et pourquoi cette déception ? Alors, pourquoi les experts sont... on a beaucoup d'experts évaluateurs, mais ce n'est pas la même chose, d'accord, oui. Ouais, mais ces experts-là sont très présents, pour le coup, dans les procédures. Pourquoi les résultats sont pas satisfaisants ? Parce qu'on ne dispose pas, avec du recul, on ne dispose pas, finalement, des mêmes outils que les outils que nous avons en conciliation. Parce qu'en conciliation, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on se met autour de la table et on peut geler la situation pendant 5 mois. En procédure collective, nonobstant ce qui a été dit tout à l'heure, les loyers continuent à courir. Vous savez que lorsque vous vous présentez devant le tribunal, vous devez attester qu'il n'y a pas de création de nouvelles dettes. Sinon, en général, les juridictions considèrent que c'est un motif, à juste titre, application du texte, d'arrêt d'activité, donc de liquidation. Et ce qui veut dire que le temps joue pour les deux parties, on va dire, en conciliation. En procédure collective, le temps joue pour le bailleur s'il est dans une position assez campée. Vous pouvez avoir, vu que juridiquement, vous n'avez pas de possibilité, que ce n'est que économiquement et par la voie de la négociation, vous êtes mieux armé en conciliation qu'en procédure collective où il suffit juste de dire 3 mois, je vais voir le juge commissaire. La voie royale, on vous l'expliquait tout à l'heure, c'est effectivement ce qui vous a été indiqué tout à l'heure par mes compagnons de ce jour. Vous saisissez le juge commissaire, je ne suis pas à jour, peu importe que le loyer soit disproportionné, peu importe, le juge commissaire, il n'a rien à apprécier, c'est vous validez en bas à droite, vous signez l'ordonnance et on sort. C'est pour toutes ces raisons que, effectivement, les résultats sont moins probants. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des intérêts éventuellement à travailler avec eux, mais on a un cadre beaucoup plus fort en procédure amiable qu'en procédure judiciaire sur ce plan-là. C'est vraiment un des aspects où j'estime que si on a encore le temps, il vaut mieux passer sur, et c'est un mandataire judiciaire qui vous dit ça, il vaut mieux passer sur une procédure amiable. Et d'ailleurs, moi dans mon hypermarché à Roubaix, cette conciliation a abouti, puisque on m'avait demandé de donner mon avis sur le plan de la valeur locative, et évidemment le bail était, alors là pour le coup, totalement fermé, la solution de droit faisait que le bailleur avait toute solution. Sauf que le mandataire judiciaire qui était désigné a trouvé quand même comme un appui que, je ne sais plus si le loyer n'était pas de 600 000 ou 800 000 euros, je n'ai plus en tête complètement, 800 000 euros par an, et que mon rapport d'évaluation, on était à Roubaix, n'allait pas jusqu'à 500 000, ou était à 450 000. Il est évident que pour le mandataire qui était le conciliateur, il pouvait quand même présenter au bailleur que nonobstant toute question de droit, la valeur locative, c'était quand même 450 000 et pas 800 000. Quoi. Bon, et donc, évidemment, ça alimente le jeu de la discussion et en dehors de la situation du droit, d'ailleurs. Puisque, après, le bailleur avait la possibilité de dire bah non, je reste sur l'exigibilité de mon loyer. Et auquel cas, bah, il va à la mort de son locataire, assurément. Et la mort de son locataire sur un supermarché à Roubaix, on sait ce qu'il en advient. Vous dites qu'on a beaucoup d'experts. Une question à vous poser, pardon, Françoise, mais vous avez un outil national. Est-ce qu'il vous permet de suivre actuellement le succès ou les taux de succès des conciliations ? Oui, tout à fait, oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est vrai que les tribunaux de commerce font des statistiques. Oui. Alors, nous, on n'est pas les tribunaux de commerce. Alors, c'est au niveau du Conseil national. Au niveau du Conseil national, effectivement, on tient nos statistiques. Alors, oui. Qui remontent de chacune des études qui sont obligatoirement affiliées au Conseil national. Donc, c'est en théorie d'une fiabilité absolue, puisque c'est... Alors, comme ça, là, c'est vrai que j'aurais pu préparer un point là-dessus, mais je n'ai pas les stats. Mais c'est vrai que un chiffre important, c'est qu'il y a eu 51% de plus de conciliation en 2021 et il y a eu 40% par rapport à 2019 de procédures collectives en moins en 2020 et
encore moins 12% en 2021. C'est-à-dire que les procédures judiciaires ont tendance à se tasser totalement pour arriver au tiers de ce qui se faisait avant le Covid, à peu près. À cause, et grâce aux prêts voilà. et aux aides publiques aussi. Ce qui veut donc dire qu'après, ça veut dire qu'aussi, à contrario, il y a des aides publiques, donc il y a plus de liquidités, mais que pour autant, la situation, parce que ce que j'explique régulièrement, c'est que c'est pas parce qu'on a de l'argent sur le compte qu'on continue pas à perdre de l'argent et qu'on n'a pas besoin de se restructurer. Et que donc c'est bien quand on est en mode survie, en mode guerrier, comme notre président de la République a pu le dire, on est en guerre. Donc c'est bien de se dire au moins j'ai de l'argent, je peux, voilà. Bon, mais ça va un temps. Ça va un temps, mais après il faut quand même parler de la vraie vie économique. Donc il faut commencer à savoir mon point mort, où j'en suis, ma reprise d'activité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que pour ceux qui sont entourés de conseils, pour ceux qui sont animés d'une volonté de sortir de cette situation, c'est ceux qui viennent le plus tôt possible, parce que je ne vous apprendrai rien, notamment dans les mauvaises statistiques, c'est que 2 entreprises sur 3 qui sont en procédure collective finissent en liquidation judiciaire. Bon. Donc nous, aujourd'hui, on se base sur cette image-là pour dire que finalement, si les entreprises, elles viennent une fois que tout est mort, effectivement, ça va être compliqué de trouver des solutions. On peut avoir le meilleur avocat, les meilleurs experts qui vous voulez. Si à partir du moment où vous êtes dans un business qui est atone, c'est terminé. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une prise de conscience, et c'est pour ça que j'en fais la promotion aujourd'hui comme outil de réorganisation et de dialogue entre les partenaires. C'est vraiment la procédure de conciliation. Et celle-ci, elle est en flèche, elle monte. Et elle permet réellement d'essayer de trouver des solutions, quitte à la finir en procédure collective. Comme vous le savez tous, on peut commencer en conciliation, et puis pour différentes raisons, on bascule derrière en procédure collective, mais tout a été prépaqué, tout a été vu dans le cadre de la conciliation. Donc aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux et ce qui est pour l'instant le plus utilisé, ce sont les procédures de conciliation. Maintenant, vous dire, dans les conciliations, celles qui ont permis de trouver une solution avec le bailleur, c'est un peu plus compliqué pour moi sans l'avoir préparé. Le président du tribunal de commerce de Lille parlait d'un taux de succès de 6 sur 10 dans le ressort de son tribunal. Conciliation générale. Oui, conciliation générale, pas sur les loyers, etc. Il y avait dans toutes ces conciliations, puisque manifestement c'était un mode qui est très, très important dans les tribunaux de commerce, puisque finalement on sort du droit pour aller dans le pragmatique, et il avait l'air de dire qu'il y avait un taux de réussite d'environ 6 sur 10, qui n'est pas si mal finalement, je veux dire, que comme outil. Oui, c'est ça. Moi, ce que je retiens des échanges là, très intéressants, c'est que, et on en parlait ce matin finalement, Alain, quand tu parlais avec Serge aussi, des mardes, de l'arbitrabilité, de quoi on parle là? On parle de négociation en fait, d'un aspect juridique, d'un aspect économique. Oui, on parle de négociation. Et là, on est avec des professionnels, mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, ils sont formés à ça. Ce sont des professionnels de la négociation. Et là, c'est très intéressant parce qu'on est en plein, on est dans la ligne de la Cour de cassation sur les loyers Covid qui nous dit la bonne foi, il faut essayer d'être de bonne foi, donc il faut négocier, renégocier, discuter. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires sont des professionnels de la négociation. Petite précision, le conciliateur, donc administrateur ou mandataire, n'est pas désigné sur assignation du bailleur ou autre. Il faut que l'initiative vienne du débiteur, donc du locataire qui éprouve énormément de difficultés. Et donc c'est vrai que si ce locataire est d'ores et déjà entouré de professionnels qui lui font comprendre qu'il faut qu'un tiers intervienne, qu'il faut faire appel à un pro de la négociation, donc un conciliateur, mais administrateur ou mandataire judiciaire, que ce pro de la négociation, il va tout faire pour trouver la meilleure solution, que peut-être la solution ne sera pas trouvée parce que la situation fait qu'il n'y a pas de solution, mais qu'on a quand même un professionnel de la négociation, c'est offrir, je pense, une chance supplémentaire pour essayer de sortir par le haut. Alors, c'est vrai qu'il y a un aspect un peu judiciaire parce que cette conciliation, elle démarre au tribunal de commerce. Et c'est vrai que dans l'imaginaire, ou au tribunal judiciaire, mais au tribunal de commerce, dans l'imaginaire, on se dit, on est au tribunal, ça y est, on a perdu. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment l'aspect préventif. Et c'est vrai que ça me fait réagir aussi sur un sujet que Jean-Pierre aime bien, la compétence des tribunaux de commerce en matière de baux commerciaux. Moi aussi, Jean-Pierre, je suis attaché à la compétence du tribunal judiciaire sur les loyers, enfin sur les baux commerciaux de manière générale,
mais je constate que les conciliations, les sauvegardes, les liquidations, c'est au tribunal de commerce. Et c'est là-bas que ça s'ouvre. Donc, il y a peut-être un lien, une articulation à trouver par rapport à cela. Donc, c'est vrai que cet aspect négociation, conciliation, intervention des professionnels de la négociation, qui vont tout faire pour trouver une solution, de part et d'autre, parce que un bailleur qui a un locataire qui est asphyxié, c'est pas bon non plus. Comment on arrive à avoir des bailleurs, on parlait du droit de priorité, là, du droit de préférence dans le cadre des baux commerciaux ce matin ou tout à l'heure, du preneur, avec donc le bailleur qui était en liquidation judiciaire. Comment on arrive à avoir des bailleurs qui sont en liquidation judiciaire? Ce sont les fameuses liquidations en cascade, parce qu'on a des locataires qui sont en liquidation judiciaire, des bailleurs qui ont des investissements mais qui n'arrivent plus à rembourser, peut-être parce qu'effectivement le problème a été pris ou vu trop tard. Donc il faut essayer, c'est pas facile, hein. C'est vrai que c'est une force aussi, le débiteur, le chef d'entreprise qui va dire bon, là, j'arrive pas, j'ai échoué, allez, j'ai besoin d'aller voir un professionnel de la négociation. Il faut être capable aussi de dire bon, là, j'ai des difficultés, je vais pas y arriver, enfin, en tout cas, pas tout seul, je vais voir des professionnels de la négociation et on va essayer de s'en sortir à ce niveau-là. Il y a un autre point que je voudrais aborder et qui fait référence aussi à l'analyse économique ou à la valeur économique, mais quand je dirais ça se passe pas trop mal et qu'on est vraiment dans une optique de cession du bail ou du fonds ou de l'activité et qu'on a différents baux, il y a quand même cette valeur du droit au bail dans le cadre d'une cession qui se pose. Alors, sur des petites entreprises, pas tellement, encore que le droit au bail, ça reste quand même la valeur résiduelle, il n'y a plus que ça. Et c'est ça qui permet encore de valoriser, mais sur des groupes un peu plus importants, c'est là où on peut avoir des valorisations importantes et des discussions avec les experts sur la valorisation des baux. Est-ce que Jean-Pierre Blatter, vous pourriez nous rappeler, et notamment un arrêt de 2016, vous savez, sur la cession du droit au bail, ou la cession, un bail cédé dans le cadre d'un plan de cession, avec, vous savez, il était convenu, je crois, d'avoir une cession par acte authentique ou l'intervention d'un notaire, et finalement, dans le cadre du plan de cession et des procédures collectives, quelques stipulations contractuelles ont été mises de côté, mais précisément dans l'intérêt de la procédure collective, ce qui permettra ensuite de rebondir sur l'analyse économique. Mais volontiers, Bastien, surtout que c'est une affaire qui a donné lieu à 2 arrêts successifs de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il s'agissait d'un redressement judiciaire d'une entreprise qui exploitait de mémoire 56 établissements. Il y avait donc 56 baux. Et le tribunal a décidé un plan de cession des 56 baux au profit d'un repreneur qui a tout repris. Parmi les 56 baux, il y en avait un qui prévoyait l'intervention de la cession par acte authentique. Et plutôt que de faire 56 sessions, il a été procédé à une session unique des 56 baux, des 56 fonds et des 56 baux, par acte sous seing privé. Ce qui a impliqué une procédure de la part du bailleur titulaire de ce bail avec clause de cession par acte authentique. Il y a eu d'abord un jugement du tribunal de grâce qui l'a débouté. Il y a eu ensuite un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a au contraire infirmé ce jugement et qui a prononcé la résiliation de ce bail au motif qu'il aurait dû être cédé par acte authentique. Puis un arrêt de la Chambre commerciale du 1er mars 2016 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui a décidé que les clauses de formalité, à savoir cession par acte authentique,
ou intervention du bailleur à intervenir à l'acte, ou signification ou remise dans un certain délai, n'était pas applicable dans les hypothèses de plan de cession. Je dis bien en matière de plan de cession, sauf disposition expresse du jugement ayant ordonné le plan de cession. Et l'affaire est donc revenue devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui s'est inclinée devant l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2016 et qui a décidé que la cession était régulière. Il y a eu un second pourvoi en cassation, puisque le bailleur soutenait qu'il résultait du jugement du tribunal de commerce qui avait ordonné le plan de cession qu'il y avait une disposition contraire dans ce jugement qui aurait fait référence à l'obligation de ne céder que par acte authentique. Or, dans le jugement du tribunal de commerce, c'était le tribunal de commerce de Nanterre, il n'y avait qu'une seule disposition qui visait l'acquéreur et qui disait à charge pour l'acquéreur de respecter les conditions et obligations des contrats dont la cession est ordonnée par le présent jugement, et ce, dès l'entrée en jouissance. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc jugé qu'il n'y avait pas de disposition expresse dans ce jugement, et le pourvoi qui a été formé contre ce second arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été rejeté sur le fondement de l'article 1014, c'est-à-dire en considérant que le pourvoi n'avait aucune chance d'aboutir. Alors ceci signifie, à la suite d'arrêts antérieurs de la Chambre commerciale qui avaient été rendus dans les années 94-95, qui avaient déjà écarté les clauses d'accord du bailleur ou les clauses d'agrément, qu'en matière de plan de cession, toutes les clauses restrictives qui peuvent figurer dans un bail sont écartées et que seule doit être retenue la décision du tribunal de commerce ordonnant la cession des baux et des fonds, puisque le tribunal de commerce décide des contrats qui doivent être cédés pour la poursuite de l'activité. Il y a donc dans ce domaine, mais je vais faire une réserve, il n'y a donc dans ce domaine du plan de cession aucune clause restrictive des baux qui puisse être opposée par les bailleurs, que ce soit des clauses de fonds ou que ce soit des clauses de formalité. Mais j'attire votre attention sur le fait que ceci ne concerne que les plans de cession et non pas les cessions d'éléments isolés ordonnés par le juge commissaire dans le cadre de l'article L642-19, où là, les clauses restrictives du droit de cession doivent être strictement et scrupuleusement respectées. Il faut donc faire la distinction entre plan de cession et mise à l'écart des clauses restrictives et décision du juge commissaire sur le fondement de L642-19, où toutes les clauses restrictives du bail, en ce qui concerne le droit de cession, doivent être respectées. Un dernier mot, même en plan de cession, ne serait la modification opérée par la loi Pinel. La cession ne peut être opérée que pour la même activité, sauf précisément cette modification qui a été opérée par la loi Pinel dans l'article L642-7, de cette déspécialisation ordonnée par le tribunal de commerce dans des conditions qui sont totalement étrangères aux articles L145, 47 et suivants du Code de commerce, des spécialisations partielles qui peut être ordonnée pour faciliter la cession. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci Jean-Pierre. Donc effectivement, ce distinguo est très important sur le cession d'actifs isolés, donc par ordonnance juge-commissaire, qui est peut-être le quotidien, et puis les plans de cession, où là effectivement on est sur des volumes un peu plus importants. Je rappelle que dans ces deux hypothèses, ordonnance juge-commissaire ou plan de cession, pour ceux ou celles qui ne seraient pas contents de ce que le juge-commissaire ou le tribunal aurait décidé, il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours qui peuvent être exercées. Alors, les voies de recours dans les procédures collectives, c'est un vrai sujet en soi, mais il y a des voies de recours. Donc, ce sont des décisions de justice, juge-commissaire au tribunal de commerce. Dans le cadre des plans, il y a des voies de recours. Est-ce que Françoise Mendy-Gabory et Jean-Jacques Martel, non pas sur l'aspect juridique, mais sur ces cessions, notamment sur ces cessions donc de plusieurs entreprises, de plusieurs baux, de plusieurs fonds, est-ce que vous avez été amené à intervenir donc sur des... Parce que là, on peut être sur des valorisations importantes et donc des contestations de détermination de valorisation. Alors moi, je ne peux répondre, et sous le contrôle de Jean-Jacques, que pour ce qui concerne mon ressort parisien. Mais ce que je constate... Ça nous intéresse. Et ça m'amène à une question que je voulais poser, qui est peut-être un peu à la marge de notre sujet. Les experts judiciaires immobiliers ne sont pas présents du tout dans ces sujets de procédure collective. Nous n'intervenons, en tout cas sur Paris, que pour former les commissaires-priseurs judiciaires pour valoriser les fonds de commerce ou des droits au baux. Nos missions sont limitées à ça. Ce qui est paradoxal. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est paradoxal. Jean-Jacques, tu veux peut-être réagir? Oui. Alors, il y a peut-être une différence entre Paris et la province de ce côté-là. Alors, peut-être aussi parce que Lille, c'est la province. Comment ? Lille, c'est la Oui, province. Province très profonde. Pas très loin, pas très loin. Très, très profonde. Et la banquise, les ours polaires, tout ça, c'est lointain, c'est lointain, c'est l'étranger. Et en fait, la plupart du temps, la difficulté de ces cessions avec de moult actifs ou moult fonds de commerce, finalement, c'est qu'on ne parle plus de valeur. La plupart du temps, l'administrateur judiciaire ou le mandataire va parler de prix et pas de valeur. Et c'est quelque chose de différent, puisque la valeur, c'est du droit et le prix, c'est de l'économie. Et la valeur, c'est pas le prix, et c'est encore moins le meilleur prix ou le moins bon prix. Et sont pris en considération des problématiques sociales, etc., de réalisation d'actifs, qui la plupart du temps, c'est une difficulté. Alors, nous intervenons beaucoup sur des évaluations d'actifs finalement immobiliers plutôt que de droits de bail, parce que la plupart du temps, et c'est pas sans poser de problème, puisque par exemple, quand on évalue des biens, la question, c'est est-ce qu'on prend la valeur vénale pour la détermination finalement des droits d'enregistrement, ou est-ce qu'on prend le prix de cession? Et la plupart du temps, le prix de cession est arrêté pour un prix parfois symbolique, alors que la valeur du bien cédé est très importante. Et donc finalement, des problématiques fiscales, je veux dire, significatives dans ce sujet-là. Alors, je rebondis sur ce que vous venez d'indiquer. Parce que effectivement, il y a quand même quelque chose encore qu'on maîtrise pas bien, mais c'est l'espèce de dualité qui a été mise en place par la transposition de la directive européenne. Alors, c'est un sujet qui est assez lourd, mais je voulais parler de la classe des créanciers, la constitution de phénomènes de classe qui va quelque part, à bien y regarder, va faire un traitement d'une procédure collective à double vitesse. C'est-à-dire qu'il y aura les entreprises qui ne sont pas soumises à la constitution des classes, donc moins de 250 salariés et 20 ou 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est obligatoire. Ensuite, les sauvegardes financières accélérées, c'est obligatoire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et c'est pour ça qu'il faut se familiariser à ce que ça veut dire les classes de créanciers dans les procédures collectives, vous devez savoir ce que c'est. Sans en être des spécialistes, il faut savoir ce que c'est, parce que de manière facultative, on peut demander au juge-commissaire de mettre en place ces fameuses classes de créanciers. Et quelle est la nouvelle notion qui a été introduite dans le droit français, qui vient essentiellement du droit anglo-saxon, c'est que l'on va constituer des classes de créanciers. Alors, on parle d'intérêt économique, mais à bien regarder, en fait, c'est une sorte de waterfall que l'on reprend, c'est-à-dire qu'on va regarder ceux qui viennent en premier dans le cadre de la répartition d'un prix de cession, et puis on va descendre. Donc, on va mettre
de manière basique les privilégiés ensemble et les chirographaires ensemble. C'est un peu plus compliqué que ça, puisque dans les privilèges, on l'a vu, entre un bailleur, un trésor public et une caisse de retraite, ce n'est pas tout à fait les mêmes privilèges. Mais ce qui est parfaitement à avoir à l'esprit, c'est que le raisonnement va se constituer en termes de classe. Et pour vendre un immeuble dans le cadre d'une procédure collective, si c'est une liquidation, il n'y a pas de sujet. Mais si on parle d'une procédure collective, d'un redressement judiciaire, et qu'il y a un plan de cession, souvent, et ça a été dit à juste titre, il y a le chantage à l'emploi, et donc, effectivement, quelque chose qui vaut 10 peut valoir 1, parce qu'on vous dit, mais on sauve 200 emplois. Et encore plus dans le Nord, chez vous, ça peut avoir une certaine importance compte tenu. Il y en a eu voilà. un gros là dernièrement, et, Voilà. et c'est vrai qu'il y avait 750 ou 800 emplois. Et c'est là où j'attire votre attention, c'est que, mais je crois que vous le savez tous, c'est que aujourd'hui, pour pouvoir passer dans le cadre d'une réalisation d'actifs, il faut quand même que dans le cadre de l'ouverture de la procédure, on doit valoriser les actifs, mais là on parle de valeur et non pas de prix. Et il ne faut pas que les créanciers soient moins bien traités dans le cadre du plan à arrêter que ce qu'ils seraient traités dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Donc il y a un nouveau phénomène à prendre en compte, c'est-à-dire c'est la classe et la place de ces créanciers dans le cadre de la répartition à venir. Et donc, un des points forts, c'est les évaluateurs. Alors, il y aura les évaluateurs de l'entreprise, les experts, et les évaluateurs experts de l'immobilier. Et donc là-dessus, vous allez, dans les dossiers sur lesquels il y aura des actifs immobiliers, dossiers industriels en général, il y aura un point important, et c'est un marché, enfin un marché, ou en tout cas une obligation à avoir, parce qu'aucun tribunal ne pourra prendre une décision de se prononcer en faveur ou pas d'une solution sans s'être assuré que la cession et le plan qui est proposé seraient moins favorables à des créanciers que ce qu'ils auraient dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Mais sachez qu'il y a une forme de dualité qui s'est mise en place dans le cadre du traitement des procédures collectives avec ce phénomène des classes, qui est donc vraiment d'inspiration anglo-saxonne et qui va vers le côté pragmatique des choses et l'efficacité des sûretés. Alors, ce n'est pas en soi une réforme des sûretés, puisque il y a un petit toilettage sur le privilège du bailleur, on l'a évoqué tout à l'heure, qui se place par rapport au privilège du trésor public entre les contributions directes et indirectes. Je ne sais plus combienième position, ça a été indiqué 13e position. Bon, mais ça, c'est un toilettage. Donc on est entre le 12 et le 14 par rapport au trésor public, puisqu'il y a eu une modification. Mais ça, c'est pas ce qui est le plus spectaculaire. Ce qui est aujourd'hui à prendre en compte, c'est ce phénomène de classe de créanciers. On ouvre un dossier, on constitue par rapport à leurs privilèges et par rapport à la captation de l'actif à la sortie. Et quelque part, le social, l'intérêt de l'entreprise, je ne dis pas que ça ne compte plus, mais je dis que ça va rentrer aussi dans une autre approche, et la valorisation, puisqu'on a des évaluateurs, enfin des experts, mais vous ne faites pas tout à fait le même métier, si j'en comprends, hein, parce que vous faites beaucoup d'évaluations et vous formez les commissaires-priseurs à ce métier-là. C'est-à-dire que ce que veut dire François, c'est qu'il y a un certain nombre de vos confrères qui se réfugient derrière. Alors le texte, j'avais écrit à la revue Expert un article qui s'appelait Quel expert dans les procédures collectives. Et un certain nombre de mandataires m'opposaient régulièrement dans le Nord qu'ils étaient obligés de désigner des commissaires-priseurs ou des notaires parce que dans le texte, ça semblait ça. Alors, je l'ai écrit il y a une dizaine d'années et je ne me souviens plus exactement des textes, etc. Mais je te le rediffuserai parce que j'avais décortiqué le sujet, puisque pour répondre à un certain nombre de mandataires et de tribunaux de ma région qui avaient des scrupules à nous désigner comme experts et pensaient qu'il fallait qu'ils désignent obligatoirement des commissaires-priseurs ou des notaires. Des officiers publics. Et des officiers publics. Et il y avait une confusion là-dessus. Et je sais que j'ai écrit cet article et je l'avais transféré à tous les mandataires et de ma région. Et ça avait dénoué un certain nombre de choses parce que on en avait un petit peu, effectivement, comme tu le dis, sachant que vous êtes de former les autres. Quoi. Sachant que vous êtes désigné par le tribunal. Hein, par l'ouverture du jugement la plupart du temps. Aujourd'hui, avant, c'était le système de désignation par la JMJ. C'est ça. Et maintenant, c'est par le tribunal. Maintenant, c'est le tribunal qui, alors, à l'ouverture, désigne les différents professionnels, dont l'expert. Tout à fait.
Voilà, donc c'est vrai que il y a quand même cette notion à avoir de classe de créanciers, et je terminerai mon propos là sur ces classes de créanciers pour ceux que ça intéresse, pour vous dire que là il y a eu un premier cas de traitement de cette procédure. Alors là on est dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée, qui prévoit que l'entreprise a pu s'organiser dans le cadre d'une conciliation au préalable. Mais le tribunal de commerce donc, de Lyon, dans un jugement du 19 janvier 2022, a fait une première application donc, de ces classes de créanciers qui ont été mis en place par les confrères et habilement utilisées dans l'intérêt de la société, puisque il a été possible par ce mécanisme de réalisme et de dire que le meilleur intérêt pour les créanciers, malgré ceux qui s'opposaient dans certaines classes, c'était d'aller vers un plan de redressement compte tenu à la fois de la valorisation de la société et des perspectives de recouvrement. Et ils ont pu comme ça écraser, à titre d'exemple, ils ont pu écraser 90% des PGE qui avaient été accordés par la Société Générale, Crédit Agricole et la BPI, puisqu'ils étaient sans privilège, même si à la garantie de l'État, ils étaient sans privilège, et que le Trésor public, les caisses de retraite et autres avaient donné leur accord, et que dans le cadre d'un plan de redressement, et si c'était converti en liquidation, donc il n'y avait pas d'immeuble pour le coup, eh bien ces créanciers, chirographaires, n'auraient pas eu de meilleur traitement que dans le cadre du plan de redressement, où on leur proposait que 10% de leurs créances, mais c'était zéro en liquidation. Et donc, par ce mécanisme d'interclasse et de force de classe, eh bien, on a pu faire passer un plan qui a permis d'écraser un certain nombre de créanciers qui étaient en dessous de ceux qui venaient en rang utile. Donc, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais puis vu l'heure, je pense que vous devez vous dire où il nous embarque, mais c'est intéressant quand même de savoir que ça existe et de pouvoir éventuellement échanger quand le cas se présentera sur le fonctionnement de ces classes. Mais c'est vrai que c'est, en termes pour répondre au sujet, bouleversement des sûretés, non, mais par contre, un autre mécanisme et une autre appréhension des sûretés, oui, notamment au travers de ces cas que je viens de rappeler. C'est vrai que dans j'ai pris le jugement là, du tribunal de commerce, il y avait 4 classes de créanciers. Les créanciers ordinaires, les banques, établissements de crédit, les créanciers publics privilégiés, et puis les créanciers privés, organismes sociaux, les caisses sociales. Il y en a 3 sur 4, ils n'ont pas tous accepté, il y en a 3 sur 4 qui ont accepté le projet de plan. C'est vrai que ça peut paraître à certains égards un peu élitiste, ce sujet des classes de créanciers, mais je crois qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer. Surtout qu'on peut le mettre en place dans des dossiers de taille inférieure, sur autorisation du juge commissaire. Voilà. On va essayer d'avancer parce qu'on arrive au terme, presque au terme de la table ronde, mais finalement, j'en doutais pas, mais c'est extrêmement passionnant tous ces échanges. Une main est étendue. Alain Confineau, parce que le sujet porte aussi sur la réforme des sûretés. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit éclairage, alors pas sur l'intégralité de la réforme des sûretés, mais un petit point notamment sur les... on en avait discuté avant, rassure-moi, sur les cautions, les garants, mais assez rapidement, parce qu'on a vu un point, mais très synthétique. Une heure et demie à peu près. Non, en quelques minutes. Bon, c'est bon. Merci. Alors effectivement, la réforme des sûretés a été l'objet d'une ordonnance du 15 septembre dernier et d'un décret d'application du 29 décembre de la même année. Elle a porté sur un certain nombre de sujets rénovés, comme le cautionnement, déjà. Le cautionnement a été simplifié à 2 égards. Le premier égard, c'est que le cautionnement d'une dette commerciale est désormais commercial lui-même, est réputé acte de commerce. Autrement dit, dès qu'une dette a une nature commerciale, la caution devient de plein droit solidairement tenue du paiement avec le débiteur de la dette, sans qu'il y ait besoin de le préciser. C'est un élément extrêmement novateur, effectivement. Mais il faut que ce soit l'accessoire d'une dette commerciale. La deuxième nouveauté, c'est une nouveauté dans la forme,
en ce sens que vous savez que les cautionnements devaient jusqu'à présent faire l'objet de mentions manuscrites qui étaient épouvantables, qui prenaient une page, même quand il s'agissait d'un chef d'entreprise appelé à cautionner les dettes de son entreprise. Il ne fallait pas qu'il y ait une virgule qui manque ou un mot en trop. Et la Cour de cassation était assez sévère, jusqu'à une période assez récente en tout cas, sur le respect rigoureux du Code de la consommation. Alors il se trouve que maintenant, Code de la consommation, on n'en parle plus. Tout a été recalé dans le Code civil. C'est le Code civil qui décide désormais du contenu, sans imposer d'ailleurs des mentions sempiternelles et sacramentelles, comme on en avait. Alors on peut, et c'est aussi une nouveauté, signer un acte de cautionnement dématérialisé. La mention manuscrite qui est exigée par la loi si l'on passe par les prestataires de signature électronique de type DocuSign, NewSign ou autre, ben c'est une mention tapuscrite, comme on l'appelle, et qui peut être effectivement logée dans les logiciels de signature électronique. Donc tout ça a fait que l'on a un petit peu avancé dans ce domaine. La caution peut désormais aussi opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette, sauf l'incapacité et sauf les mesures en cas de défaillance du débiteur. Et on a aligné également derrière tous ces textes du Code civil des obligations du créancier professionnel à l'égard des cautions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'il s'agisse de caution commerciale ou de caution civile. Le créancier professionnel a aujourd'hui l'obligation alors d'aviser déjà la caution des précautions qu'il a pu prendre pour s'intéresser au patrimoine du débiteur. Il doit informer la caution de ce que l'engagement du débiteur est éventuellement inadapté à ses propres capacités, lui, le débiteur principal. Il n'y a plus de distinction caution avertie, caution non avertie. C'est à l'égard de toutes les cautions. S'il ne le fait pas, le créancier est déchu, et ça c'est une nouveauté, de son droit de recours contre la caution, mais seulement à hauteur du préjudice qu'il subit. Par ailleurs, lorsque le créancier est un professionnel, toujours, et que la caution est une personne physique, il doit s'assurer que le cautionnement est proportionné aux revenus et au patrimoine de la caution. Lorsqu'il ne le faisait pas jusqu'à présent, il pouvait être déchu de tout recours. Désormais, la sanction est modifiée en cas de disproportionnalité entre l'engagement de la caution et les revenus et patrimoine de cette caution. On réduit l'engagement de caution, on ne l'annule plus. On le réduit à hauteur de ce qui était, disons, la proportion acceptable. Voilà. Quant à vous savez, cette obligation qui était faite pour les créanciers professionnels d'aviser les cautions chaque année du montant des engagements au 31 décembre de l'année, elle est étendue maintenant à tous les créanciers professionnels à l'égard de toutes les personnes physiques. Et la déchéance est toujours la même. Les créanciers professionnels perdent leurs droits aux intérêts de l'année et des pénalités de l'année depuis la dernière information valable qu'ils auront donnée. Rien de nouveau sous le soleil en ce qui concerne la garantie autonome, la première demande. Rien de nouveau sur la lettre d'intention. Des nouveautés, alors qu'il faut juste signaler, parce qu'on ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais on a aujourd'hui mis en place très officiellement dans les textes quelque chose qui n'était que, je dirais, des pratiques un peu spontanées, innommées et parfois innommables, qui était la cession de créances à titre de garantie. C'est une nouveauté.
Et il y a également une cession de somme d'argent à titre de garantie qui est ajoutée par les textes. L'idée, c'est, à côté des fiducies sûreté, dans un souci d'attractivité internationale, parce que nos amis anglo-saxons attendaient que l'on fasse quelque chose qui allait dans leur sens, une cession qui n'était possible jusqu'à présent que dans le cadre de ce qu'on a appelé le DAI pour les établissements professionnels, elle est désormais possible dans le droit commun de la cession de créances. Ça entraîne un véritable transfert de propriété de la créance. Ça entraîne pour la cession de créances de somme d'argent un transfert de propriété de la somme d'argent, mais ça n'est qu'une cession de créance qui est théoriquement destinée à garantir la circulation d'une dette. Une petite nouveauté, j'en terminerai là-dessus, sur les nantissements de fonds de commerce qui ont été considérablement allégés, puisque plus de formalités d'obligatoire d'enregistrement. Le nantissement doit maintenant figurer sur un registre national qui a été créé précisément pour la circonstance, c'est le registre des sûretés mobilières, qui va regrouper, et c'est un élément très important pour nous qui sommes des professionnels, des beaux commerciaux, qui vont regrouper la totalité des établissements secondaires sur lesquels un créancier a pu prendre un nantissement. Désormais, il ne s'agira pas de sillonner de pister tous les établissements secondaires, ils seront regroupés dans une seule et même entité de registre, qui sera le registre des sûretés mobilières. Et il sera très intéressant de pouvoir éventuellement, avant la mise en œuvre d'une clause résolutoire, pour un bail portant sur une succursale notamment, vérifier si l'inscription a bien été faite au sein du registre des sûretés mobilières. Dernière chose, l'inscription n'est plus une condition d'opposabilité, n'est plus une condition de validité, plus exactement, du nantissement, mais simplement une question d'opposabilité. Il n'y a plus de nullité à défaut de non-inscription dans les 10 jours, ce qui est quand même un élément très important. Voilà. Il y a quelques éléments également sur le privilège du vendeur de fonds de commerce, avec obligation d'inscription au registre tenu par le greffier, mais là ce sont des éléments, je dirais, plus de pratique formaliste que de fond. Voilà pour l'essentiel de la réforme du droit des sûretés. Ça n'a pas bouleversé, mais ça va dans le sens d'une simplification et d'un allègement aussi des formalités à un moment où l'on passe des actes physiques aux actes électroniques. Merci, mon cher Alain, pour cette vue d'ensemble et ce bel effort de synthèse. Il y a une interdiction qui perdure aussi, avant comme après la réforme, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises individuelles, pas ceux qui sont en société. C'est toujours l'interdiction, la prohibition de l'autocautionnement. On ne peut pas s'auto-cautionner soi-même. C'était le cas avant la réforme, ça allait après aussi. Écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Je remercie donc bien vivement toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout avec nous, y compris et surtout les personnes aussi qui sont derrière leur écran. Merci aux intervenants, Vincent Decarrière, Françoise Meignet-Gabory, Jean-Pierre Blatter, Jean-Jacques Martel, Alain Confinot. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'animer ces échanges entre vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci.